Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, est à Niamey à la tête d'une importante délégation pour participer à la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Les détails dans un instant. Une question ce soir, à quoi joue le Parlement européen? Ses députés viennent d'adopter une nouvelle résolution qui critique la situation des droits de l'homme en Algérie. Les parlementaires algériens dénoncent une situation deux poids deux mesures. Dans le volet agricole, nous irons dans la wilaya de Tizi Ouzou cueillir des olives à l'ancienne. Cela se fait en famille dans la bonne humeur. Malgré la baisse de la production cette année, notre huile d'olive sera exportée vers les autres pays. Enfin, le grand format de ce soir nous conduit à Ouqas découvrir une belle initiative, celle de Salah et de plusieurs habitants de Aïn ou de Haït, Bouissi, qui ont consacré du temps et de l'argent pour construire des passerelles pour faciliter le déplacement des habitants et attirer des touristes. Avant de développer ces titres, ce tweet du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, c'est avec une grande tristesse que nous avons perdu le docteur Aïssa Migari, une figure emblématique de l'information religieuse dans notre pays. Humble et fidèle à son pays, mais sincères condoléances à sa famille. Nous prions Dieu d'accorder à ses proches beaucoup de patience. Notre confrère Aïssa Migari a été enterré aujourd'hui au cimetière d'El Alia à Alger en présence de sa famille, de ses proches et de hauts responsables de l'État, des ulama et de plusieurs citoyens qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Aïssa Migari est décédé hier à l'âge de 53 ans. Nous avons ce soir une pensée particulière à sa famille en cette période très difficile. Dans l'actualité de ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, conduit la délégation algérienne à la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Niamey aujourd'hui, qui se poursuit jusqu'à demain. La session est placée sous le thème unis contre le terrorisme pour la paix et le développement. Elle sera l'occasion de réaffirmer l'engagement des États membres à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent afin de concrétiser les objectifs de développement dans les pays membres de l'organisation. Les travaux de cette réunion seront sanctionnés par l'adoption d'une série de résolutions concernant la question palestinienne, l'islamophobie, la situation des communautés et des minorités musulmanes dans les pays non membres ainsi que dans plusieurs pays musulmans. Une question ce soir, à quoi joue le Parlement européen? L'acharnement de ses députés est récurrent. Ils viennent d'adopter une nouvelle résolution qui critique la situation des droits de l'homme en Algérie, la deuxième après celle de novembre 2019. Et pourtant, vous allez le voir, la défense des droits de l'homme semble être un concept à géométrie variable pour les parlementaires européens. Décryptage avec Amel Bouharba. C'est une vidéo choquante qui a enflammé la toile et fait le tour du monde. Elle montre le passage à tabac d'un producteur de musique noire par des policiers français. Cela s'est passé samedi dernier à Paris, dans la capitale des défenseurs des droits de l'homme. Ce n'est pas la première fois que des brutalités policières ou des atteintes aux droits de l'homme se produisent en Europe ou dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, l'une des plus grandes démocraties du monde. Pourtant, ces agressions policières sont considérées comme de simples faits divers, ne provoquant nullement la condamnation de la communauté internationale et notamment du Parlement européen, qui s'érige à chaque fois en donneur de leçons. Une institution qui semble s'acharner contre l'Algérie, un pays visé à chaque occasion par les eurodéputés. Ces derniers ont adopté une nouvelle résolution qui critique la situation des droits de l'homme en Algérie après celle de novembre 2019. Pourtant, ce Parlement européen qui clame haut et fort son attachement aux droits de l'homme se garde bien de s'indigner devant les violations sous toutes ses formes perpétrées par des États répressifs dans de nombreux pays, notamment dans les territoires palestiniens ou au Sahara occidental, où les droits les plus élémentaires sont bafoués en toute impunité.
Autant dire que la résolution sur l'Algérie incarne parfaitement la politique du deux poids, deux mesures dans laquelle excelle le Parlement européen qui se cantonne dans un silence complice lorsque ses intérêts et ceux de ses alliés sont en jeu. Car comment expliquer que ce même Parlement fait la sourde oreille devant les souffrances d'un peuple sans défense qui ne demande rien de plus que son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions des Nations Unies? Pour autant, la défense des droits de l'homme semble être un concept à géométrie variable pour les institutions occidentales qui semblent obéir à des intérêts conjoncturels, des intérêts économiques et géostratégiques qui semblent peser plus lourd que la défense et le respect des droits de l'homme. La résolution du Parlement européen a suscité une vague d'indignation de la part des parlementaires algériens qui ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'odieuse ingérence dans les affaires internes du pays et d'actes dénués des principes élémentaires de diplomatie, de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États. Tout en s'interrogeant sur le timing de cette résolution, ils invitent les eurodéputés à s'intéresser aux droits de leur peuple qui continue de manifester dans certaines capitales du monde et à protéger les droits et libertés des étrangers sur le sol européen. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous M. Abdelmajid Dennouni, député à l'Assemblée populaire nationale et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Bonsoir M. Dennouni et merci d'être parmi nous. Une simple question ce soir, pourquoi cet acharnement du Parlement européen? Oui, bonsoir tout le monde. Je peux dire que l'Algérie est au centre d'un complot international visant sa stabilité et sa sécurité. Nos frontières à l'est sont menacées, comme vous le savez, le conflit libyen. Au sud, des groupes terroristes venant des pays du Sahel qui menacent un peu nos frontières. Et également, actuellement, à ce moment précis, à l'ouest, le conflit du Sahara occidental, qui rejaillit comme ça, subitement, et qui est une source d'inquiétude pour l'Algérie. Bon, vous savez tous que notre pays est donc visé. La situation est grave, il faut le dire très fortement, la situation est grave, et nécessite que tout le peuple algérien soit uni. Cette résolution de l'Union européenne, du Parlement européen, qui donne des leçons à ce moment précis à l'Algérie, est à refuter entièrement. Elle est sans fondement. C'est pourquoi il est de notre devoir de la refuter catégoriquement. L'Algérie n'accepte pas d'ingérence dans ses affaires internes. Et sa sécurité est sacrée. Pour ce qui est des libertés, nous avons une constitution qui garantit toutes les libertés. Je dis aux députés du Parlement européen qui sont de donneurs de leçons, ils oublient que l'instabilité en Afrique du Nord déstabilise toute l'Europe, et surtout l'Europe du Sud. Que ça soit clair, l'Algérie a besoin de stabilité. La région, toute la région de l'Afrique du Nord a besoin de sécurité pour que l'Europe soit sécurisée tout le long de la Méditerranée. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut dire de cette résolution du Parlement européen. On n'a pas besoin de donneurs de leçons. L'Algérie n'a pas besoin d'ingérence étrangère et la stabilité et la sécurité de l'Algérie est sacrée. Elle est sacrée. Merci beaucoup Abdelmajid Dennouni pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée populaire nationale et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. On retiendra justement cet appel à l'unité du peuple algérien pour faire face à toutes ces ingérences. Et justement, qu'en est-il du respect des droits de l'homme au Sahara occidental et dans les territoires occupés? Claude Mangin Asfar, épouse du prisonnier politique sahraoui Naama Asfari, a été l'invité de l'émission Vision présentée par Samia Pacha. On écoute un extrait de cet entretien. Les prisonniers sont en prison à cause de leur demande d'organiser le référendum d'autodétermination promis depuis 30 ans maintenant. C'est pour cela qu'ils sont condamnés et pas du tout pour les crimes qu'on leur reproche, d'autant plus qu'ils, pour certains, n'étaient même pas présents. Et en tout cas, c'était le cas de mon mari qui était arrêté la veille. Voilà. Donc c'est bien un dossier politique et personne ne s'y trompe. Et tous les mécanismes spéciaux de l'ONU à Genève ont bien écrit que ces prisonniers sont en prison parce qu'ils ont exercé leur liberté d'expression. D'une manière générale, tous les prisonniers politiques sahraouis sont en prison parce qu'ils ont voulu exercer leur liberté d'expression. Et quand ils ne sont pas en prison, eh bien, ils sont tabassés et ils passent sous la torture dans les différents postes de police de l'Aïoun ou de Boujdour ou des différentes villes du Sahara occidental, ou même à Agadir, à Marrakech ou à Rabat, là où ils sont arrêtés.
Voilà pour cette déclaration de Claude Mangin Asfari, épouse du prisonnier politique sahraoui Naama Asfari. Toujours à propos de la question du Sahara occidental, les condamnations et les réactions internationales s'enchaînent pour dénoncer les dérives de l'armée marocaine sur le terrain. Les informations inquiétantes sur le recrutement de l'armée marocaine de mercenaires subsahariens pour gonfler ses rangs. En Espagne, des centaines de manifestants ont battu le pavé dans cette ville pour soutenir le peuple sahraoui. Les détails avec Abdelmajid Benkassi. Embourbée dans le conflit d'El Gargarat au sud-ouest du Sahara occidental, l'armée marocaine envisage de recruter des migrants subsahariens pour gonfler ses rangs, rapporte le journal El Espagnol, citant une source marocaine. Le Maroc envisage à cet effet de changer le dispositif de loi pour pouvoir naturaliser des migrants subsahariens, pour renforcer son armée de terre dans le sillage des derniers développements. Pendant que des unités de l'armée populaire de libération sahraoui continue de mener des attaques sur les bases et positions de l'armée d'occupation marocaine au long du mur de la honte, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Sur le plan politique, le représentant du Front Polisario en France, Mohamed Sidati, a déclaré que le rôle négatif que joue la France dans le conflit au Sahara occidental complique la mise en œuvre du plan de règlement de l'ONU. Le diplomate sahraoui a soutenu que le parti pris du gouvernement français pour les thèses marocaines n'a fait que compliquer la tâche de l'ONU, appelant le gouvernement français à saisir le contexte actuel afin de s'acquitter d'un rôle autrement plus neutre et plus positif au Sahara occidental. Un rôle qui sied à la France en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors que de son côté, le ministre sahraoui de l'Information parle de visée expansionniste marocaine en Mauritanie. Le porte-parole du gouvernement sahraoui a souligné dans ce contexte que le Maroc tend à travers son agression militaire à El Gargarat à conquérir les villes de la Guera et Nouadhibou. En Espagne, 7 villes de la péninsule ibérique ont vu l'organisation de plusieurs manifestations de soutien au peuple sahraoui et à la dénonciation de l'occupation marocaine. Et on revient en Algérie pour évoquer cette mobilisation qui ne faiblit pas depuis les derniers incendies criminels à Saïda, Al-Bayed, Naama. Les efforts des associations se conjuguent avec ceux des éléments de l'armée nationale populaire et d'autres structures pour planter des centaines d'arbres à Raouf Hamouche. Le 6 novembre dernier, plusieurs hectares de forêt à travers le pays sont partis en fumée. Quelques jours plus tard, une vaste opération nationale de reboisement est lancée. Parmi ses acteurs les plus actifs, l'Office national d'assainissement en collaboration avec les éléments de l'armée nationale populaire et des associations de la société civile, notamment dans les wilayas de Saïda, Al-Bayed et Naama. Nous sommes ici en notre qualité de journalistes pour participer à cette belle initiative. Notre rôle à tous est de préserver l'environnement. Dans le passé, 90% de l'opération de reboisement a été assurée par les éléments de l'armée nationale populaire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce sont les jeunes qui participent activement à la réhabilitation de la bande verte. Ici, plus de 3000 arbustes comme le pin d'Alep, connu pour sa résistance à la désertification, vont repeupler cet espace. 2 types d'arbres ont été plantés pour cette opération de reboisement, à l'exemple du pin d'Alep, qui est un arbre efficace destiné à renforcer la ceinture verte. Une opération de reboisement qui vise à régénérer le couvert végétal de la région. Et une question ce soir, comment éviter de tout perdre en cas d'incendie lorsqu'on est agriculteur? La réponse est simple, vous allez le voir, assurer ses récoltes et son matériel. L'exemple ce soir à Tipaza où plusieurs agriculteurs ont perdu des dizaines d'hectares lors des derniers incendies criminels à Raouf Hamouche. Jamal et Mohamed n'oublieront jamais cette nuit du 6 novembre. Ils ont vu plusieurs hectares partis en fumée. Ces propriétaires de fermes ont pratiquement tout perdu cette nuit. Un coup très dur pour leur activité. Tous mes équipements agricoles ont été ravagés par les incendies, y compris le poulailler. Il a été aussi fortement endommagé. Comme vous le voyez, j'ai été touché de plein fouet par ces incendies. 120 orangers, 20 citronniers, en plus de 200 pruniers ont été brûlés par les feux. Plusieurs programmes d'assurance sont disponibles pour protéger les agriculteurs et leur exploitation. Se faire assurer demeure l'unique solution pour éviter de tout perdre.
Nous souhaitons que la filière agricole s'organise mieux pour défendre nos revendications chez les assureurs. Lorsque l'agriculteur sollicite la Caisse nationale de la mutuelle agricole, il pourra s'assurer et payer par tranche. L'assurance des exploitations agricoles, une question qui se pose de manière récurrente pour les agriculteurs. Et on vous invite maintenant à apprécier de belles images de la cueillette des olives à Tizi Ouzou, dans la wilaya de Tizi Ouzou. La cueillette se fait en famille, dans la bonne humeur, vous allez le voir. Cette année, la production est en baisse avec 7 millions de litres prévus contre 12 en moyenne les années précédentes. Et pour cause, la pluie n'était pas au rendez-vous. Ajoutez à cela les incendies qui ont ravagé plusieurs hectares. Reportage sur place signé Naïm Al-Walish. Un peu partout dans nos contrées, la cueillette des olives a débuté il y a plus d'un mois et dans les champs d'oliviers, ça s'affaire. Passant du vert au violet puis au noir, l'olive ne demande qu'à être cueillie et bien sûr, ici à Tizi Ouzou, dans la wilaya de Tizi Ouzou, la cueillette se fait en famille. C'est ma mère qui m'a appris à cueillir les olives. Ça fait longtemps que je travaille ici. 7 ans. C'est un peu dur, mais je suis obligée de le faire. C'est ancestral, c'est culturel, c'est même séculaire. J'ai 11 ans d'âge et dès que je sors de l'école, je viens directement et régulièrement ici pour aider la famille. Il y a un manque de production pour cette année, mais moi, dans mon exploitation, là, il y a quand même une bonne production. C'est quoi la variété? La variété, c'est la variété dominante chez Chamlel. Un peu de la variété Adjaraz. C'est une jeune plantation. Mais chaque année, il produit. J'ai 3500 oliviers. Combien de temps pour terminer la cueillette? Il faut compter un mois comme ça. Si tu veux que l'olivier te donne, sois généreux, il faut absolument le nettoyer, l'aérer, le laisser grandement respirer. Entre octobre et mars que les olives arrivent à maturité, il y en a même qui tombent tout seuls. Et il suffit juste d'étendre sur le sol des filets en plastique ou de vieux draps pour les cueillir, tandis que parfois, il faut secouer la branche délicatement pour faire tomber le fruit. Sinon, pour avoir une huile de qualité, il est primordial de mélanger ce dégradé de couleurs. Donc la wilaya de Tizi Ouzou, c'est une région à vocation oléicole avec 39 000 hectares d'oliviers. Chaque année, la production elle varie de 10 à 12 millions de litres. Cette année, on prévoit 7 millions de litres, une baisse de production due aux conditions climatiques et au manque de pluviométrie. La variété principale, c'est Chamlel. La cueillette s'effectue essentiellement à la main. L'année dernière, on a fait des formations pour les agriculteurs avec l'utilisation de pennes électriques. Au lieu de faire un arbre par jour, on peut faire 5 jusqu'à 10 arbres par jour. La meilleure olive, je l'exporte. Et j'ai fait des expositions surtout un peu partout dans le monde. Où vous l'exportez? En Amérique du Nord et en France. Une fois cueillies, les olives sont acheminées juste à côté au moulin, où ils sont lavés, effeuillés, puis triturés pour obtenir cette fameuse huile à 100% bio, puisque cultivée avec des composts intégralement naturels. Destinée entre autres à l'exportation, cette huile extra vierge attend toujours sa certification, déjà mise en route par les services compétents. Voilà pour ce reportage. C'est l'heure maintenant de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie qui demeure inquiétante, vous le savez. 1058 nouveaux cas confirmés, 612 guérisons et 20 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Cette information, les services de la gendarmerie nationale ont pu démanteler un groupe criminel spécialisé dans l'immigration clandestine. Je vous invite à écouter cette déclaration. Dans le cadre de la lutte contre les migrations clandestines, les services de la gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un réseau activant dans l'organisation des traversées en mer des candidats à l'immigration clandestine. 12 individus, dont 3 passeurs, ont été arrêtés. Âgés entre 25 et 40 ans, ces individus sont originaires de plusieurs wilayas du pays. L'opération s'est soldée également par la saisie d'une somme de 1 710 000 dinars, 400 €, en plus de 2 voitures utilitaires, 13 téléphones portables et 2 armes blanches.
Et c'est l'heure de découvrir la start-up de la semaine avec la marque Veridis qui veut dire écolo en latin. Une start-up qui est incubée chez ACSE, l'incubateur de l'entrepreneuriat social à Alger. La marque fabrique des sacs écologiques. Regardez. Je m'appelle Rania Miziane, je suis fondatrice de Veridis. Veridis, c'est un projet qui consiste en la confection de tote bags éco-friendly avec un tissu de coton bio par des femmes sans revenus pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de leur famille. L'avantage que j'ai par rapport à ce que je fais, c'est un marché vierge. Les contraintes qu'on rencontre en ce moment en période de Covid, c'est surtout par rapport au transport et par rapport à la commercialisation du produit. En tant qu'entreprise sociale, on souhaite être accompagné par le financement. Voilà, il est question dans ce journal de passage vers la diffusion numérique terrestre qui met fin à la diffusion analogique. L'opération concerne Sidi Blabès, Aïnti Mouchent Mascara, Saïda et Wargla, avec à la clé cette promesse, une meilleure qualité d'image. Adel Brahms. Avec la cessation de la diffusion télévisuelle par système analogique dans 5 wilayas du pays, la couverture via le système numérique terrestre dépasse désormais les 77% au niveau national. La première phase a été entamée le 17 juin dernier en vertu du rendez-vous fixé avec l'Union internationale des communications et avait concerné 5 wilayas. La deuxième étape concerne 19 wilayas au vu de l'installation des équipements qui nous permettent de cesser la diffusion par système analogique. L'opération d'aujourd'hui, elle, concerne en plus de Sidi Blabès, Aïnti Mouchent, Wargla, Mascara et Saïda. Le taux de couverture de la wilaya de Sidi Blabès a atteint les 85%. Le passage du système analogique vers le numérique terrestre fournit une meilleure qualité du son et de l'image et permet aux téléspectateurs de recevoir le bouquet des 6 chaînes de télévision publique. Parmi les avantages qu'on peut tirer de la diffusion numérique, nous pouvons citer l'économie de l'énergie ainsi que l'intégration des fréquences. Le passage à la diffusion numérique permet d'avoir un bouquet des 6 chaînes nationales en une seule fréquence, une meilleure qualité d'image et d'autres services que la télédiffusion algérienne mettra au service du téléspectateur. Un gain économique également, grâce à la diffusion de plusieurs chaînes sur la même fréquence. La troisième et dernière phase du passage de l'analogique vers le numérique terrestre sera programmée durant le premier trimestre 2021 et verra le passage total au système numérique terrestre. On vous invite dans ce journal à découvrir une belle initiative, celle de Salah et plusieurs habitants de la commune de Eit Bouaïssi, commune de Tissim Barbar. Plusieurs habitants se sont retroussés les manches, vous allez le voir, ils ont consacré du temps et de l'argent pour construire des passerelles. Objectif, faciliter le passage des habitants de toute la région, mais aussi inviter les touristes à visiter cette belle région d'Aouqa. C'est un reportage signé Abdelmajid Belkassi. Les terres dans ces canyons de la rivière des Marathons par les habitants eux-mêmes. Des ouvrages conçus dans un site idyllique, une initiative qui a permis de doter le village de passages sécurisés. Notre ami Salah, le concepteur du projet, nous en parle. Ils ont emprunté ce chemin-là, ce n'est pas un chemin, c'est sur les rochers. Voilà les rochers qui sont difficiles à grimper. Regardez le chemin-là, il traverse d'ici, c'est très glissant. Carrément sur les rochers. Oui, carrément sur les rochers, ici c'est très glissant. Et c'est dangereux et glissant. Regardez par là, ils montent par les empreintes. Le chemin-là, ils traversent l'eau et puis après ils escaladent de Donc finalement, la solution c'était ces passerelles-là. Ouais, donc on peut accéder jusqu'au bout. Oui, on peut accéder jusqu'au bout. C'est grâce aux passerelles-là qu'ils sauvent la vie des jeunes. On a fait des passerelles ici.
avec notre propre moyen, et grâce à mon frère Salah et Mourad qui a participé, et tous les jeunes du quartier qui sont des villages, ils sont participés avec tout notre propre moyen. Et ce qui est louable, c'est l'idée, tout d'abord, et l'initiative. C'est ça le plus essentiel. Après, tout vient tout seul. Vous avez trouvé un coin, disons, touristique. Oui, bien sûr, c'est un coin touristique et déjà, il faut préserver le lieu. Déjà, il faut le rendre un peu propre parce qu'à un moment donné... C'est une action écologique aussi. Bien sûr, c'est une action écologique parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec une poubelle partout. Un projet solidaire d'une grande utilité pour la collectivité et exécuté avec les seuls moyens des villageois. Mourad, un enfant du pays, nous parle de ses souvenirs d'enfance à l'époque où il traversait difficilement la rivière avec son père. Étant enfant, on s'agrippait au rocher pour pouvoir accéder au bassin de cette rivière, parce qu'il y a un bassin ici en haut, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Oui, plusieurs bassins. Grâce à ces passerelles de l'altruisme, à Mach Salah, l'impossible est devenu possible. Même nos vieilles, aujourd'hui, peuvent accéder au bassin en toute sécurité. En fait, ce que vient de réaliser Mach Salah reste une première dans les annales de toute la région. Mach Salah a brisé la chaîne de l'inaction. Salah, le généreux villageois, a brisé la chaîne de l'inaction. C'est le mot. Il s'est sacrifié pour le bien-être des siens et de sa communauté. J'étais sur le point de partir en vacances en Tunisie avec ma famille et puis hop, ça m'a joué dans la tête. Je me suis dit non. J'ai vu des enfants de chez nous qui, regardez ici, qui grimpaient, qui escaladaient les rochers là à haut risque. Alors ça ne m'a pas permis. J'ai dit non, je vais annuler mes vacances et je vais peut-être retarder, peut-être annuler mes projets aussi. Et je suis plongé dans ce projet-là de réalisation des passerelles. Et c'est un villageois à qui on peut remettre une médaille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la solidarité villageoise. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire nos villages. Et pourquoi pas nos quartiers dans les grandes villes d'Algérie. Voilà pour cette belle initiative. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, est à Niamey à la tête d'une importante délégation pour participer à la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. À quoi joue le Parlement européen? Ses députés viennent d'adopter une nouvelle résolution qui critique la situation des droits de l'homme en Algérie. Les parlementaires algériens dénoncent une situation de poids, de mesure. Dans le volet agricole, nous sommes allés dans la wilaya de Tizi Ouzou cueillir des olives à l'ancienne. Cela se fait en famille dans la bonne humeur. Malgré la baisse de la production cette année, notre huile d'olive sera exportée vers plusieurs pays. Le grand format de ce soir nous a conduit à Ouqas découvrir une belle initiative, celle de Salah et plusieurs habitants d'Aït Bouaïssi qui ont participé et qui ont consacré du temps et de l'argent pour construire des passerelles. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.